Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints. On attendra encore 2 minutes aux autres de nous rejoindre. Super, je suis sûre qu'il y en sera encore d'autres, mais on va continuer tout de suite pour ne pas perdre du temps. Merci de nous avoir rejoints sur ces webinaires sur le concept des crédits de minéraux responsables. Je suis rejoint par ma collègue Angela et je m'appelle David. Nous avons fait beaucoup de travail ces derniers mois et ces dernières années pour essayer de mettre en place un engagement significatif avec les ONG pour savoir comment faire un engagement avec Laval et de faire un approvisionnement de Laval et tous les chemins sont dirigés vers ce webinaire. Nous allons donc partager quelques apprentissages et Angela va démarrer d'ici un instant et comment généraliser ces apprentissages pour développer un plan sur l'engagement avec les crédits responsables. Nous sommes en train d'enregistrer ce webinaire pour que les personnes qui n'ont pas pu nous rejoindre peuvent regarder l'enregistrement. Et je veux vous dire également il existe des canaux en anglais, en français et en espagnol. Nous allons parler en anglais, donc soit vous pouvez rester sur le canal anglais ou rester en audio original si vous préférez avoir une traduction vers le français ou l'espagnol. S'il vous plaît, rendez-vous en bas de votre écran et vous pouvez cliquer sur le globe pour changer le canal d'interprétation. Nous allons arrêter l'enregistrement avant la partie questions et réponses, mais l'enregistrement sera disponible sur notre site web pour que vous puissiez le consulter un peu plus tard. J'ai quelques objectifs pour aujourd'hui. Tout d'abord, la contextualisation de ce webinaire, ça sera le rôle de Angela, qui va parler de l'aval, les efforts à long terme de l'engagement significatif avec les différentes parties prenantes. Et un des outils le plus efficace pour faire fun, il y aura un petit vidéo que allons essayer de vous montrer. On a fait quelques tests techniques. Ils n'ont pas tout marché, mais s'il y a un problème de qualité, on peut bien sûr partager les vidéos directement avec vous. Vous pouvez le faire après. Et après, Marcine et moi vont vous parler de notre plan directeur. Nous allons être brefs. Donc, ça ne sera pas en remplacement des documents originaux. J'espère que vous allez les télécharger, les lire et les documents seront disponibles dans toutes les langues. Mais c'est juste pour vous donner une vue d'ensemble avant de démarrer pour le processus de consultation. Il s'agit d'un travail en cours et nous cherchons à avoir des contributions significatives pour faire un développement à grande échelle. Mais pour pouvoir euh, mettre en place à grande échelle, on a besoin de vos contributions, de vos apports pour que ça soit même plus significatif. Et cela étant dit, je passe la parole passera la parole à vous pour poser vos questions, étant donné qu'il s'agit d'un webinaire et je pense que vous ne pouvez pas activer vos micros. Vous pouvez bien sûr poser les questions dans la partie ou la fonctionnalité questions et réponses et nous pouvons les lire et répondre. Si jamais nous n'avons pas pu répondre à votre question avant la fin de ce webinaire, on va faire un suivi après. Mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous donner une compréhension générale de votre rôle de contribution à ce processus et nous attendons avec impatience s'engager avec nous ces semaines à venir pendant les séances collectives et individuelles.
Vous pouvez bien sûr prendre contact avec nous pour avoir plus d'informations sur les possibilités de contribution. Merci beaucoup, David, et merci beaucoup tout le monde. Je voulais vous donner une petite perspective sur le chemin de Fairphone pour arriver à Book and Claim. Fairphone, c'est une entreprise électronique et on a commencé une campagne contre les minéraux de la guerre en 2010 et nous avons démarré une campagne pour faire en sorte que les choses soient mieux faites. Et dès le début, notre objectif, c'était de pouvoir intégrer les maps dans nos chaînes d'approvisionnement. Je vais vous dire toute l'historique et si on regarde de façon honnête à l'approvisionnement des sociétés électroniques, il faut comprendre qu'il y a une chaîne de valeur connue qui représente peut-être les quatre niveaux, trois ou quatre niveaux, et après, la chaîne de valeur devient très dynamique. Il y a beaucoup de variations. Il peut y avoir les centaines ou des milliers d'entités là-dedans qui changent pendant une année ou même pendant les mois. Fairphone a essayé de faire donc une cartographie pour faire une intégration euh, des, de l'exploitation minière responsable dans nos produits, mais comme vous voyez là, c'est un processus très difficile. Il faut comprendre que les chaînes de valeur doivent être dynamiques parce que souvent, il y a une rupture de stock, il peut y avoir des problèmes de transportation, il peut y avoir les tarifs, les droits de douane, les prohibitions d'exportation et beaucoup d'acheteurs différents. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que même si nous, au niveau de Fairphone, nous voulons faire un approvisionnement d'une mine ou des maps responsables, ce n'est pas toujours possible pour nous parce qu'on a besoin de tous ces acteurs pour qu'on puisse produire un téléphone ou un produit électronique. Je veux partager avec vous les attentes de vigilance raisonnable qu'on met sur les entreprises en aval sont d'une certaine façon, qui sont d'une certaine façon trop faciles. Mais si on regarde par exemple le cobalt, il, il y a plus de 50 matériaux contenus dans un téléphone. On a quelques pays différents pour chaque produit. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise en aval? C'est très insuffisant par rapport à l'investissement et l'intégration vers la partie aval. Et il y a donc une incitation pour les entreprises en aval de s'arrêter là et de simplement interdire certains pays ou certains producteurs. D'une autre façon, souvent, c'est trop difficile. Parce que souvent, on dit que l'objectif est d'avoir une traçabilité physique accrue. Mais étant donné que vous avez une chaîne de valeur dynamique qui change tout le temps, ça sera impossible sans un système mondial de surveillance qui vous donne la position de chaque matériel à chaque moment. Et c'est impossible parce que les raffineurs doivent remplir leurs facilités. Et de manière géopolitique, il est difficile de pouvoir faire un partage des données à travers les différentes géographies. En plus, si on veut faire les traces, on peut perdre beaucoup de temps à faire des audits, à faire des documentations et à mettre en place les systèmes au lieu de faire les améliorations sur le terrain où on a vraiment besoin. Je dois vous dire que ça ne veut pas dire que nous sommes contre le fait de faire les vigilances raisonnables ou de faire des cartographies des chaînes de valeur, mais la conclusion euh, à l'heure actuelle, c'est qu'en aval, une société comme nous ne pouvons pas récompenser les producteurs responsables et on ne peut pas envoyer un signal pour dire qu'on veut les EMAP
responsables. Souvent, donc, on met la responsabilité sur les fonderies et sur les raffineurs, mais souvent, ces entreprises-là ont des marges très serrées et pour eux, il est impossible de pouvoir euh, faire des investissements nécessaires. Et après, donc, on met la responsabilité sur les EMAP et on leur dit, c'est à vous de mettre en place les normes. Donc, ça, c'est la situation actuelle. Et il n'y a pas eu de changement significatif par rapport à l'ASM. Ensuite, je vais vous montrer comment on a fait ces constats, ces conclusions. Donc, on a commencé par le tungstène et on avait supposé que ça serait facile parce que c'est contenu dans un seul sous-composant d'un téléphone qu'on pourrait donc prendre en contact avec un seul fournisseur de ce sous-composant, de pouvoir faire la connexion de cette chaîne. Cela étant dit, il y avait beaucoup de travail, il fallait faire une validation de documentation pour chacune des étapes, il fallait payer des frais, pour- il fallait donc payer encore plus pour l'importation, pour la transportation, mais c'est quelque chose que nous avons pu faire et nous nous sommes dit que ça serait possible pour les autres ESEMAP. Après, avec l'or, on a essayé de le faire et on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus difficile. Il y a 1,02 grammes d'or dans un seul téléphone. Il y a plus d'une centaine de fonderies et de raffineurs, mais nous avons voulu le mettre en place quand même. Nous avons travaillé avec Fairtrade euh, pour essayer de mettre en place une chaîne et nous avons travaillé d'arrache-pied pour essayer de créer un chemin avant notre montage final, de pouvoir mettre en place un suivi pour tous ces fournisseurs, de faire un suivi du Shanghai Gold Exchange. Euh, nous avons pu, euh, con- nous n'avons pu convaincre que 5 de ces fournisseurs des composants, de ces 170 fournisseurs. Nous avons essayé de faire un engagement avec tout le monde, mais nous avons pu avoir une couverture en fin de compte de 20% de l'or que nous utilisons. Et là, nous nous sommes rendus compte que on ne peut pas faire une mise à l'échelle ici. Et les sociétés, les petites entreprises ne vont pas mettre en place ce processus. Vous ne pouvez pas vraiment faire une validation des données. On n'a pas d'influence là-dessus. Et le plus important, c'est que il y a toujours 80% de notre or où on n'avait pas de contribution à l'amélioration. C'est là où on a commencé à mettre en place, faire les projets avec l'Alliance de l'exploitation minière responsable. Et ça veut dire que nous pouvons euh, faire, euh, mettre en place une responsabilité pour l'autre 80% de l'or que nous utilisons et nous achetons les crédits qui les vendent dans le réseau local et on paye cher pour ces crédits cet argent se dirige directement dans la communauté et ça veut dire que nous pouvons faire une contribution à l'amélioration des mines. Merci. Ensuite, après, nous nous sommes dit que s'il s'agit d'un bon modèle pour les matériaux et pour les domaines où il n'y a pas encore de mines certifiées. Et bien sûr, beaucoup des EMAP, des petites exploitations minières, ne sont pas encore certifiées. Et là, ils ont vraiment besoin de soutien et d'investissement. On ne peut pas simplement demander aux autres à l'amont de leur soutenir. Euh, En RDC, il n'y a pas encore de mine certifiée pour le cobalt, mais il y a un partenariat pour
où il y a un engagement d'amélioration vers la mise en place des normes internationales. Nous mesurons donc le pourcentage de cobalt euh, qui, qui contiennent nos produits toutes les années et nous achetons les crédits qui représentent le même volume de cobalt que nous utilisons. Et avec ces fonds de crédit, ça fait une contribution de l'amélioration des sites minières. Ce qui est logique parce que nous savons que notre cobalt vient de la RDC. Ce modèle, ce qu'on appelle book and claim ou échange de crédit en français, c'est un modèle que nous utilisons pour non pas seulement le cobalt, mais également pour le cuivre, l'or et l'argent. Et c'est un système qui récompense l'amélioration ainsi que les fournisseurs responsables et les améliorations sur le terrain. Il faut quand même faire une validation, bien sûr, sur le terrain, aux mines, et également ce que nous disons. Ensuite, j'ai presque fini, mais juste pour vous partager un tout petit peu les frais. Le, le, euh, le principal ici, c'est que avec le book and claim, la plupart de l'argent est dirigé vers le site minier pour payer les améliorations et les acteurs qui se trouvent à l'aval de la chaîne de valeur. Parce que comme vous savez, la chaîne de tungstène et Fairtrade que nous avons mis en place avait beaucoup de frais par rapport à leur documentation, à l'audit, à la transportation. Et il y avait beaucoup d'efforts à faire sans vraiment constater les bonnes améliorations. Je- un peu plus tard, je vais vous donner la perspective des exploitants minières parce que eux aussi, ils avaient des frais plus élevés par rapport à ce processus. Donc, ce modèle-ci, là, vous pouvez vraiment dépenser moins et aider aux EMAP. Ce n'est pas un modèle que nous avons choisi juste comme ça. Il s'agit d'un modèle reconnu de chaîne de responsabilité, comme le Pacte mondial de l'ONU, par exemple, l'IRMA, qui ont également les normes de chaîne de responsabilité, book and claim, échange de crédit, et c'est un modèle qui s'applique également dans d'autres secteurs. Nous avons fait beaucoup de travail en examinant l- comment s'appliquent ces modèles d'échange de crédit dans d'autres secteurs. Ce que vous connaissez peut-être, c'est les certificats d'énergie renouvelable qui fonctionnent à peu près de la même façon. Vous pouvez acheter les certificats des fournisseurs d'énergie renouvelable et cette production bien sûr, se trouve dans les réseaux d'électricité, mais après, la certification déclare que vous allez utiliser ces énergies renouvelables et vous pouvez récompenser donc les producteurs d'énergie renouvelable. Ça fonctionne à peu près de la même façon pour l'huile de palme, pour le sucre, pour les carburants d'aviation, etc. Donc, pour faire fun, nous voulons vraiment soutenir la reconnaissance de ces modèles d'échange de crédit. Il faut également une régulation pour que ça soit robuste, pour que ça soit crédible. Il faut mettre en place certaines règles et nous sommes en train de mettre en place un cadre où on met en place certaines considérations ou règles de la mise en place de ces modèles. De manière ultime, cela aide aux EMAP de pouvoir obtenir les investissements nécessaires et ça donne une incitation aux EMA de pouvoir se positionner sur les marchés mondiaux. Ça veut dire que les fonderies n'ont pas le fardeau euh, tout seul
Et ça veut dire que nous pouvons vraiment mettre en place un changement systémique si on applique ce système au niveau mondial. Je vais m'arrêter là. Je ne vous ai pas donné des informations sur l'impact même constaté de la part des fonds, mais le vidéo va vous donner une idée. J'espère que ça va fonctionner. Je vous passe la parole, David. Oui, on va essayer de faire la lecture du vidéo, mais si on voit dans le chat que ça fonctionne pas, on va peut-être l'arrêter là. Ce vidéo que nous sommes sur le point de regarder a été produit par le EPM qui soutient ce travail de développement d'un plan et la mise à l'échelle des crédits à la RDC depuis quelques années. Et nous y sommes très reconnaissants. Et ça représente les personnes qui représentent la partie vente de ces crédits de Cobalt. J'espère que ça va fonctionner.
Merci beaucoup. Avec ça, c'est moins théorique et beaucoup plus pratique. Merci. Et on voit que c'est des vraies personnes et non pas seulement les statistiques. En ce qui concerne la cartographie de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on arrive à la deuxième partie du webinaire où nous allons présenter le cadre. Le document, vous pouvez le consulter sur notre site web. Pour les parties prenantes, nous allons bien sûr envoyer les liens à ces documents en français, en espagnol et en anglais. Pour tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire, pour nous, c'est très important. Nous voulons nous engager avec les entreprises, avec les régulateurs pour, et les exploitants miniers pour que eux, ils peuvent nous dire comment faire améliorer ce système. Et on veut également parler avec les financeurs et les investisseurs euh, pour ceux qui veulent faire une compensation. Parce que eux, ils savent qu'il existe des investissements quelque part dans la chaîne d'approvisionnement, mais ils n'ont pas pu faire les investissements ciblés. Le guide est organisé en 10 chapitres briefs. Comme je vous ai dit, on n'aura pas le temps de tout expliquer en profondeur. Nous voulons donc expliquer la structure générale et on peut euh, après avoir vos retours et vos questions. Angela, donc juste pour soutenir le fait que Book and Claim, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Il s'agit d'une façon de pouvoir s'engager avec les producteurs et qui existe également dans d'autres secteurs, comme par exemple l'énergie renouvelable. Et souvent, les gens parlent des certificats, les tokens, les jetons, par exemple. Et là, on a parlé des crédits. Et une des choses que nous voulons découvrir, c'est que quelle est la nomenclature adaptée par rapport à notre secteur, avec nos parties prenantes. Quels seraient vos avis là-dessus? Ce qui est très important parce qu'on a vu quelques discussions en ligne assez récemment. Ce n'est pas quelque chose qui remplace la vigilance raisonnable au niveau de votre chaîne de valeur, c'est un résultat de la vigilance raisonnable. Donc, si vous avez fait des vigilances raisonnables et vous n'avez pas pu faire une intégration de toute la cartographie dans votre chaîne de valeur, le book and claim, l'échange de crédits peut vous aider. Cela étant dit, ça ne va pas remplacer vos obligations juridiques au niveau des fournisseurs, mais il s'agit de juste de mettre en place les changements au niveau de votre chaîne de valeur. C'est très utile, par exemple, pour les entreprises qui sont plutôt à l'amont ou vers la fin de la chaîne de valeur. Comme, comme on est en train d'en considérer, de faire une réflexion sur une norme responsable, il y a eu des crédits lancés pour le cobalt, également pour l'or, et c'était donc des exemples spécifiques qu'on pourrait utiliser. Nous avons fait des recherches dans d'autres industries, nos structures communes de gouvernance pour ces différents systèmes de crédit pour que ça soit transparent. Et voici, nous avons donc pu faire une séparation en 8 éléments de ce programme de crédit. Donc, qui est la personne qui est propriétaire ou qui gère ce programme? Quelle est la norme sous-jacente? Il faut avoir une transparence là-dessus. Normalement, il faut que le crédit soit vendu une seule fois et puis mis à la traite. Ou est-ce qu'on veut faire une revente des crédits sur le marché? Comment faire une tarification des crédits pour que ça soit significatif à l'amont, mais disponible ou abordable pour les entreprises d'aval? Et
qu'est-ce qui est la façon logique de le faire et qu'est-ce qui se passe avec les fonds? Est-ce que quelqu'un les paye aux producteurs? Qui reçoit l'argent? Qui gère l'argent? Est-ce qu'ils font partie d'une coopérative et comment est dépensé cet argent? Ce qui est très important également, et c'est qu'il faut faire en sorte que les entreprises en aval ou les parties prenantes en aval peuvent faire les revendications et il faut faire une bonne communication pour éviter les accusations de greenwashing, de whitewashing, etc. Ce qui est lié de manière très étroite à la vérification et l'assurance. La raison pour ce système de revendication, c'est de pouvoir faire baisser les coûts au niveau de notre chaîne de valeur, mais il faut quand même avoir une vérification crédible à l'amont. Et enfin, comment est-ce qu'on fait la publication de ce qui se passe et mettre en place de la transparence? Donc, ce qu'on va faire tout de suite, on va essayer de découvrir un tout petit peu de quelques considérations. Le plan principal ne vous donne pas la réponse à tous ces éléments, mais ça vous donne un peu près les considérations qu'il faut prendre en compte pour faire en sorte que la norme de qualité soit bien commun dans tous les éléments de ce programme pour éviter les problèmes à l'avenir qui causeront des problèmes pour toutes les parties prenantes. Ce que nous avons déjà discuté, c'est les documents de gouvernance fournis par le Pacte mondial, le ICO. Il s'agit de la certification des certifications qui examine la gouvernance des programmes de certification. Nous avons pu tirer les leçons des crédits de Cobalt et nous avons regardé de manière extensive aux autres secteurs. Nous avons fait une cartographie qui est disponible que vous pouvez consulter sur notre site web. Nous avons fait un travail collectif entre tous les partenaires qui sont intervenants aujourd'hui. ITM nous a aidé beaucoup par rapport à la facilitation des discussions et un de nos membres est en train de construire l'interface numérique et nous a aidé à former nos plans de mise à l'échelle. Cela étant dit, je vais passer la parole à mon collègue pour essayer d'expliquer certains éléments. L'objectif, ce n'est pas de vous donner toutes les informations en profondeur, mais juste pour vous donner une idée de ce que vous allez trouver en ligne. Et après, vous pouvez bien sûr consulter toutes les informations. À vous. Je vous passe la parole, Marcine. Merci, David. Merci à Angela également de votre leadership là-dessus. Ça a été magnifique de travailler avec vous là-dessus. Avant de passer à la prochaine partie, juste quelques expériences du secteur de bijouterie pour vous expliquer pourquoi on a voulu choisir cette option quand on était en train de travailler avec l'or, surtout dans les petites mines. On voit, on a vu que les frais de logistique, de faire une exploitation minière séparée pour chaque mine et la distribution aux petits acteurs risque de coûter 2 ou 3 fois plus par rapport à l'investissement dans la mine. Donc, on se demande pourquoi on est en train de le faire si la réponse, c'est que la traçabilité est très importante. Oui, on peut le payer, mais pour la plupart des participants qui veulent vraiment plutôt améliorer la vie des artisanaux et la communication, les crédits, ce serait vraiment une bonne solution. Pour les artisanaux, ça peut être assez difficile par rapport au planning de la production et de pouvoir s'accumuler suffisamment de matériel pour faire une exportation à un acheteur spécifique. Souvent, ils ont besoin de l'argent liquide
Et ça, donc, ça veut dire que souvent, il est plus intéressant de pouvoir vendre aux marchés locaux. Et on veut faire en sorte que ces systèmes de production ne soient pas perdus, mais que tous les acteurs soient récompensés de leur contribution. En ce qui concerne les éléments du système, commençons par une explication là-dessus. La gouvernance, comme David vous a dit, il s'agit de la fondation d'un programme qui met en place les crédits. Euh, il faut savoir qui va gérer l'initiative. Est-ce qu'il y aura donc une entreprise à but non lucratif? On va faire pour prendre les décisions? Comment gérer les conflits d'intérêts entre la vérification des mines et la vente des crédits? C'est donc une considération de base, à notre avis, et un élément très important. Il y a un équilibre entre les voix des artisanaux, y compris les travailleurs et les femmes, et les voix des acheteurs. On veut savoir s'ils agissent bien d'une bonne proposition pour tout le monde. Passons à au deuxième élément, pardon. Donc, la norme sous-jacente, ce qui est derrière les crédits. Et c'est quel cadre de bonne pratique minière qui doit être suivi par le fournisseur? Il y a également les considérations environnementales, une gestion environnementale avec les résultats positifs, les avantages économiques qui, euh, et ça, à notre avis, ça doit servir en tant que feuille de route euh, pour les exploitants minières. Il s'agit donc d'un chemin de croissance continue et les crédits vont faire une contribution vers ce chemin, vers ce parcours. Bien sûr, il faut faire en sorte que les entreprises qui achètent les crédits soient bien en conformité et il faut encourager une interopérabilité et d'éviter une réinvention de la roue. Donc, on a recommandé le code CRAFT en tant que cadre qui a été utilisé de manière répandue pour différents minéraux développés avec l'IRM et en utilisant la norme CRAFT en tant que norme sous-jacente peut nous aider à faire une comparaison entre les différents programmes. Ce code est également a suffisamment de souplesse de pouvoir faire une intégration des objectifs de chaque programme. Donc, life cycle, cycle de vie de crédit, qu'est-ce que ça veut dire? Comme David et Angela vous a expliqué, il faut lier un crédit à quelque chose de tangible, donc c'est-à-dire, dans ce cas, une unité de production des minéraux. Donc, par exemple, les grammes de production ou les tonnes de production du cuivre, de cobalt, par exemple et comment faire une vérification et un suivi dans le mine. Donc, comment faire la conversion en crédit que vous pouvez acheter. Et de cette façon, si vous achetez le crédit, vous avez une traçabilité non pas seulement au site minier, mais également par rapport à l'impact que vous pouvez connecter à un site minier spécifique. Si quelqu'un achète le crédit, après, il faut l'éliminer du système pour ne pas pouvoir vendre le même crédit deux fois. Et comme je vous ai dit, le système numérique proposé doit être le choix optimal. Surtout de savoir si ce système peut être mis à l'échelle. Après, donc, le prochain élément, s'il s'agit de la tarification, quel tarif faut-il appliquer? Il faut trouver un équilibre entre l'incitation pour les exploitations minières et une concurrence pour que les entreprises veulent l'acheter. Il y a différents critères à prendre en considération. Donc, pour les exploitants, comment
les dynamiser pour que eux, ils font des investissements d'amélioration. Est-ce que ces investissements seront suffisants pour vraiment changer quelque chose? Mais si la tarification est trop élevée, on risque de ne pas avoir suffisamment d'acheteurs pour que ça soit durable. Et bien sûr, pour que ça soit durable, il faut également faire une réflexion sur la gestion du système, donc une charge administrative qui doit être inclue. Je vous passe la parole, David, pour expliquer les autres éléments. Merci, merci. Donc, une fois que vous avez mis en place une tarification pour les crédits, qu'est-ce qui se passe? Comment est dépensé cet argent? Comment est-ce qu'on peut dépenser cet argent et quelles sont les prohibitions? Quelles sont les priorités? Parce qu'il y aura donc les fonds limités, à moins que ça soit une bonne réussite. Et on donc propose de pouvoir mettre en place les comités d'allocation des fonds, des crédits, qui décident l'allocation de ces fonds. Et comment faire en sorte que tous les voix soient entendues, surtout des personnes les plus peut-être défavorisées dans ce système, par exemple les femmes, euh, les personnes dans certaines parties de la chaîne de valeur. euh, on pourrait peut-être faire un ciblage de ces dépenses sur les projets qui ont des avantages pour les femmes, pour les enfants, et qui va gérer et payer ces fonds et comment responsabiliser ce système. À la RDC, on a un gestionnaire de fonds de confiance qu'on utilise. Donc, en ce qui concerne le système d'échange de crédit, comment mettre en place ce système d'échange de crédit sans avoir des risques d'accusation de greenwashing et des demandes juridiques? Et comment est-ce que les acheteurs vont lier les crédits à la consommation réelle, c'est-à-dire leur empreinte du matériel? On n'a pas de proposition de la réponse, mais ça serait très bien si la partie producteur pourrait prendre cette décision. Donc, et quelle est la temporalité de ces claims, de ces demandes? Si vous achetez Si vous achetez les crédits en 2025, est-ce que vous pouvez encore les utiliser en 2030 ou est-ce qu'il faut faire un engagement au niveau annuel? Et quelle est la communication, les besoins de communication sur le terrain des EMAP pour que toutes les parties prenantes puissent être intégrées par rapport au système d'achat et de vente? Il y a également donc, l'élément 7 sur 8, c'est-à-dire la vérification. Je dois différencier entre la vérification de l'amont, c'est-à-dire les demandes de production, et l'aval, c'est-à-dire la communication. Il peut y avoir les différents niveaux de publication ou de rassemblement de données ici. Pour certains points de données, il peut y avoir une auto-publication peut-être parce qu'on peut faire confiance aux parties prenantes parce qu'il y a moins de risques. Euh, Mais s'il y a une gestion efficace de conflits d'intérêts, on peut faire une vérification à deuxième niveau. Donc, si on a la personne qui vend les crédits, c'est la même personne qui produit les crédits, comment est-ce qu'on gère cette situation-là? Nous avons dit, par exemple, que si on surpasse euh, 500
1000 dollars au niveau annuel. On va demander à un tiers de faire un contrôle de notre système. Et qu'est-ce qu'il faut faire si on a identifié les lacunes, par exemple, si on a, par exemple, une notation de 50 ou 60% et après qu'il y a un recul par rapport à cette notation, comment est-ce qu'on gère cette situation? Il s'agit des situations difficiles, mais assez intéressantes également. Enfin, vous avez reporting, c'est-à-dire la publication et la transparence. Souvent, les programmes dépendent sur la transparence et le volume d'informations disponibles à toutes les personnes, c'est-à-dire les investisseurs et les entreprises. Donc, une fois qu'on aura fait une vérification des données et une validation des données, comment faire la publication? Et ça vous donne donc juste une vue d'ensemble très rapide et très haut niveau de ce que nous discutons depuis quelques années. Ça, c'est quelque chose que nous nous sommes mis d'accord sur ce programme qui prend les éléments de tous nos programmes respectifs. Donc, passons maintenant à la consultation et nous sommes ravis que vous soyez tous avec nous pour fêter le lancement de ce processus de consultation. Nous allons accepter les commentaires jusqu'au 6 août et après, on va passer la deuxième partie de l'été au niveau européen de pouvoir faire une consolidation des retours pour publier une version 1,7 en septembre. Et j'espère que cette version sera adoptée par les parties prenantes dès que possible. Il y a différentes façons de pouvoir participer à cette consultation. Il y a un formulaire qui existe sur notre site web où nous avons déjà vous donné une liste des questions les plus intéressantes. Vous pouvez, bien sûr, pas besoin de remplir toutes les questions. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez nous envoyer un mail pour demander une conversation directe. Vous pouvez prendre contact avec moi ou Marcine ou Angela si vous les connaissez déjà. Et on attend également à mettre en place les discussions avec les groupes francophones, les artisanaux francophones et les artisanaux qui parlent l'espagnol également. Et avec d'autres ONG et d'autres entreprises. On va donc attendre le début de l'août pour rassembler toutes ces informations et on va publier les rapports qui résument quelques changements ou et une réflexion des décisions difficiles qu'on doit prendre pour ne pas pouvoir intégrer tous les commentaires. Comme je vous ai dit, le plan principal, le blueprint, ce n'est pas vraiment en profondeur, mais c'est aux autres parties prenantes de pouvoir le remplir comme ils veulent. Et je crois que nous avons également Ben de DataStake qui nous rejoint aujourd'hui. Ben, si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas, ou sinon je peux l'expliquer. Mais en parallèle au plan directeur, nous avons pu construire l'infrastructure euh, de, de, euh, pour les crédits qui s'appelle Auriga. Et on est en train de faire les consultations techniques sur l'infrastructure technique et numérique. Ben, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur la partie technique, qui est différent par rapport au blueprint, par rapport au document directeur que, que je viens d'évoquer. Merci, oui. Très brièvement, je vais le présenter. C'est une façon de pouvoir systématiser certains concepts discutés pendant le webinaire d'aujourd'hui. Comment suivre, comment enregistrer la production, comment faire une évaluation des sites miniers pour que l'éligibilité de la production peut être déterminée. Comme Martine nous a dit, comment le système peut s'assurer que les crédits soient
alloué une seule fois toutes ces spécifications qui sont censées refléter tous les principes discutés dans le document directeur sont disponibles et sont en pleine évolution. Il y a les documentations sur le site web Orica, c'est-à-dire l'application qui met en place le système de crédit. Je vais partager le lien au site web avec vous dans le chat et la documentation du système qui est présent sur le site web qui fait partie de cette consultation. Si vous avez des commentaires sur la conception du système, sur le système lui-même, sur la sécurité ou sur d'autres fonctionnalités du système, n'hésitez pas à nous les signaler. Merci. Et il nous reste encore quelques minutes. Je vois qu'il y a déjà deux questions dans la fonctionnalité questions et réponses. Il y a le chat, mais il y a également la fonctionnalité questions et réponses. Essayez d'utiliser la fonction question, s'il vous plaît. La première question, je peux adresser, je crois, ou peut-être Angela. Au-delà du Cobalt, quels seront les cas d'application pour un programme de crédit que vous proposez? Est-ce que vous voulez le répondre? D'une perspective en aval ou de la perspective d'une société électronique, nous voulons l'appliquer à tous les euh, euh, minéraux dans tous les pays que nous identifions dans notre cartographie de la chaîne d'approvisionnement. Il y a déjà une application à 4 minéraux et j'espère que nous pourrons euh, le, euh, l'appliquer à d'autres minéraux également. Et la deuxième question, c'est que est-ce que l'entreprise peut créer son propre programme pour leur propre chaîne d'approvisionnement? Je vais répondre initialement à la question. Et après, je passe la parole à Martine et Angela. Il y a beaucoup de décisions à prendre qui sont spécifiques au contexte, que ce soit la tarification ou l'origination, et même la différence entre une mine certifiée et aux autres mines légitimes, mais non pas officielles. Et je pense qu'il est donc utile de mettre en place une application au niveau territorial. Les centres de coûts de la gestion de ces programmes ne se trouvent pas vraiment au niveau des ventes ou à l'hébergement. Il s'agit plutôt de la création et de la vérification des crédits en amont. Il faut avoir donc une organisation fêtière ou un ONG peut-être qui peut gérer ces crédits pour créer un argument économique. Mais ça serait bien d'avoir vos commentaires sur la mise en place de ce programme. Tout est possible, mais ce que nous voulons, c'est de vraiment mener une discussion sur la légitimité de l'utilisation de ces crédits. Et je crois que nos deux organisations ont fait le travail là-dessus, mais pour nous, c'est un concept assez nouveau pour les minéraux, mais un peu plus développé dans les autres secteurs. Et la discussion porte également donc sur les besoins euh, pour que l'industrie s'engage et avoir vraiment ces signes de demande et d'intérêt et examiner le potentiel systémique du changement, surtout avec ASM ou avec les EMAP
qui sont assez complexes de manière historique. Et ça, c'est une partie importante de l'exercice, à mon avis. Dans le chat, il y a une question sur est-ce que vous êtes, quel est votre niveau de confiance par rapport à la traçabilité physique que le tungstène utilisé venait vraiment du Rwanda? Comme je vous ai dit, je vous ai montré sur la page, on a pu vraiment obtenir les documentations pour chacune des entreprises, mais ce n'est pas possible pour la plupart des matériaux dans le téléphone. On a voulu le faire appliquer partout, mais ce n'est possible que pour le tungstène. Pour la plupart d'autres matériaux, non, surtout l'or, parce que ça se trouve dans 170 sous-composants. Il y a des centaines de fonderies avec plus de 20 pays d'origine, dont beaucoup sont des pays à risque élevé pour l'or euh, qui n'est pas licite ou qui ne sont pas en conformité avec les normes. Donc ça, c'est un problème que nous voulons adresser. Donc au lieu de se dire on va prohiber ce pays complètement, on va essayer de faciliter la validation et la vérification dans ces pays d'origine en investissant euh, dans les EMAP plus responsables en utilisant ces crédits. Il y avait une autre question. On peut travailler avec les coopératives euh, au-delà de notre empreinte actuelle. Je vais peut-être demander à Martine de fermer cette séance. L'ambition, c'est de pouvoir obtenir un intérêt au niveau aval pour pouvoir mettre à l'échelle ce système. Il y a les contraintes financières par rapport à la mise à l'échelle sans avoir la demande. Donc, il faut vraiment pouvoir le faire comme il faut, surtout pour les personnes qui achètent les crédits, qui sont censées acheter les crédits. Donc, parce que malgré tout le travail que nous avons fait jusqu'à présent, nous ne sommes pas vraiment à l'échelle que nous voulons là actuellement. Vous pouvez quand même acheter les crédits, mais nous y sommes pas encore. Je vais vous passer la parole, Marcine. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et s'il vous plaît, prenez contact avec nous si vous avez besoin de quelque chose. Juste pour clôturer, nous avons beaucoup d'ambition et une des idées, c'est également de pouvoir habiliter une infrastructure pour les différents programmes qui peuvent être accrédités pour avoir les économies d'échelle, pour introduire encore plus de coopératives et pour travailler avec d'autres organisations locales. Et comme en parallèle, on n'a pas de plainte au niveau de la partie aval de la chaîne de valeur et que tout le monde peut participer à ce système. C'est un système qui est en lancement, mais nous espérons bien que d'ici 5 ans, les retours seront positifs et nous chercherons les coopératives pour participer dans le système. Merci Angela, merci Marcine, merci à tout le monde, tous les participants. Et s'il vous plaît, prenez contact avec nous si vous avez des questions à poser. Et n'hésitez pas à consulter le site web. Bonne journée.